Donc ce soir, l'association a le grand plaisir d'accueillir le colonel Régis Chamagne à l'occasion de la publication de son ouvrage Relève-toi, dont on va parler évidemment. Relève-toi, et on reprendra en fait le livre tel qu'il l'a bâti, parce que je trouve que la manière dont il l'a bâti, elle est optimiste, hein, un cri d'amour vis-à-vis de la France, voilà, ce pays magnifique dans lequel on a la chance de naître, d'habiter. Si moi j'habitais pas en France, à la lecture de ça, j'aurais envie d'y habiter, quoi. Un cri de colère, ensuite. On verra pourquoi, il y a des raisons d'être en colère. Et puis enfin, un cri d'espoir. Donc ça se finit sur une note optimiste. Et puis j'espère qu'elle sera fondée et que les années qui viennent nous le prouveront. Mais avant d'aborder à proprement parler cet ouvrage, compte tenu de l'actualité, c'est vrai qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Hein, pas seulement Je en voudrais France. parler. Oui, pas encore, général. Voilà, donc l'actualité, hein, évidemment, il y a eu des élections dans différents pays, on a tous suivi ça, et il y a des conclusions qui sont évidemment à tirer de tout ça. Donc on a commencé avec la Grèce, le Brexit, l'élection de Trump, l'élection en Autriche, en Italie, et puis de manière un peu plus satellitaire, je dirais, mais la Bulgarie, qui est quand même aussi un pays d'Union européenne, la Moldavie, qui était prête à y rentrer, mais qui veut plus y rentrer. Donc, Régis, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces résultats d'élections qui sont, pour certains, surprenantes, et puis pour d'autres, peut-être pas tant que ça, finalement? Non, c'est pas tant surprenant que ça, finalement. Je pense que vous vous souvenez, le mur de Berlin est tombé en novembre 89, et 2 ans plus tard, l'URSS était démantelée. Donc non seulement le pacte de Varsovie, mais dans la foulée, l'URSS. Je pense qu'on assiste à la même chose pour l'URSS Union européenne, hein, puisque l'Union européenne est une autre forme de l'URSS. Et donc, bon, voilà quoi. Il y avait eu un précédent quand même qui a été le non au TCE en France et en Hollande en 2005. Bon, ça c'était, on va dire, un petit prémisse, mais aujourd'hui on assiste clairement au délitement de l'Union européenne. Donc il y a le Brexit, pour moi c'est la chute du mur de Berlin, c'est l'équivalent, et le reste va suivre. Quand on est dans un phénomène d'effondrement, tout y passe. À l'époque de la disparition de l'Union soviétique, j'avais été très surpris. Je pensais que, après la chute du mur de Berlin, quand Gorbatchev avait dit l'URSS ne s'opposera pas à un mouvement d'indépendance des pays satellites, donc du pacte de Varsovie, je pensais que le pacte de Varsovie allait disparaître, mais que l'URSS allait rester. Et non, c'est aller jusqu'au bout. Une fois qu'un processus d'effondrement a commencé, il se termine à son niveau d'énergie potentielle minimum, donc quand tout a disparu. Et là, on assiste à ça. L'Union européenne a commencé à se déliter et je pense que dans 2 ans, le processus sera terminé. Il n'y aura plus d'euro, il n'y aura plus d'Union européenne, et nous serons de nouveau des pays indépendants. Donc, est-ce que le départ, parce qu'on a l'impression qu'il y a un réveil des peuples, enfin on sent ça, non? Je pense qu'il y a un réflexe immunitaire des peuples. Si on considère les peuples en tant qu'organismes biologiques, il y a un réflexe immunitaire et un réflexe contre le système, ce qu'on appelle le système, et dont les médias et les instituts de sondage sont au cœur. Le centre de gravité du système, ce sont les médias et les instituts de sondage. Et j'observe que dans les dernières élections, y compris d'ailleurs à la primaire de droite, quasiment, le peuple a, comme un gosse turbulent, se serait dit, tiens, on veut me faire voter ça, je vais voter le contraire. On veut me faire décider ça, je vais faire le contraire. On veut me faire croire qu'un tel est à la tête dans les sondages, je vais le planter. J'ai l'impression c'est une forme une rébellion démocratique des peuples. Ouais. Sans véritable... on a le sentiment, moi j'ai le sentiment souvent quand je discute avec des personnes, qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Ouais. sans savoir quoi.
Elle n'arrive pas à mettre des mots dessus, ouais. Oui, c'est ça. C'est ce que j'écris dans mon livre quand je dis que dans la troisième partie, il y a un réflexe immunitaire, un réflexe biologique, c'est-à-dire que les anticorps de la société se mettent en mouvement, ça part dans tous les sens, c'est pas forcément rationnel. Les gens ne mettent pas forcément des mots pour expliquer pourquoi ils réagissent, mais moi je vois plutôt ça effectivement comme un réflexe immunitaire du corps social. Au départ, en fait, moi j'avais été quand même pas surprise. Enfin, on a tous cru lorsque les Grecs ont élu Tsipras. Tsipras, pardon, je fais tout le temps ça, je dis tout le temps ça. Il faudrait que je l'écrive 100 fois pour m'en souvenir. Oui, on a cru en fait qu'à ce moment-là, il allait déjà se passer quelque chose. Finalement, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, et malheureusement pour les Grecs, parce qu'ils souffrent quand même énormément. Est-ce que quand même l'oligarchie, elle risque pas de pouvoir reprendre la main comme elle l'a fait avec la Grèce? Alors oui, effectivement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des menaces physiques sur Tsipras lui-même, parce que vu le retournement de veste qu'il a fait, c'est quand même assez impressionnant. Donc il ne faut pas négliger qu'il y ait pu avoir des menaces physiques sur sa personne. Il n'hésite pas. Maintenant, je pense qu'il y a une question de seuil. Quand on bascule, c'est fini, quoi. L'oligarchie, elle peut faire des choses jusqu'à un certain point, mais une fois que c'est passé de l'autre côté, tout est emporté. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la thermodynamique de la situation a évolué par rapport à la Grèce il y a quelques années. Et d'autant plus que Trump a été élu aux États-Unis et que ça risque de changer. Oui, c'est ça, j'allais dire. La révélation de ça, en fait, c'est peut-être justement le Brexit, ouais. Et puis l'élection de Trump. Où finalement, on y reviendra tout à l'heure, mais vous faites référence beaucoup à l'anthropologie dans votre ouvrage, et où finalement, on voit des peuples, pour les qualifier. Alors, c'est la famille nucléaire absolue anglaise. Les Américains sont des Anglais au départ. Donc, anthropologiquement, la structure familiale est la famille nucléaire absolue qui porte les valeurs de liberté et d'inégalité. Donc, la société anglaise et la société américaine sont des sociétés libérales inégalitaires. Et ces deux valeurs de liberté et d'inégalité, on les retrouve dans le modèle économique anglo-saxon promu par Thatcher et puis par Reagan. Et ce qui est intéressant à observer à travers le Brexit et l'élection de Trump, c'est que les deux peuples qui, anthropologiquement, étaient adaptés à ce modèle économique ont tellement souffert qu'ils n'en veulent plus. Et ils rejettent ce modèle. Donc on est peut-être à l'aube d'un changement de modèle anthropologique dans ces sociétés. Emmanuel Todd, qui a étudié la société américaine ces 8 ou 9 derniers mois, il a passé 8 ou 9 mois aux États-Unis pour étudier la société américaine, disait en revenant que la valeur d'égalité était en train d'émerger dans la société américaine et dans la société anglaise aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Ken Loach, moi je ne l'ai pas encore vu, mais bon, donc ce sont deux sociétés qui anthropologiquement étaient inégalitaires, libérales, et dans lesquelles la valeur d'égalité est en train de remonter, tellement ils ont souffert, ces peuples ont souffert. Donc ça c'est intéressant, effectivement. Et quand on voit qu'en France, Fillon propose un thatcherisme, une politique à la Thatcher, on se dit mais il est complètement à 180 degrés, le pauvre garçon, mais il faudrait qu'il lise des livres, je veux dire, qui parlent de ces choses-là, quoi. Il a rien compris, quoi. Gentil garçon. Ouais, ce qu'il propose, c'est ça, c'est que l'application, de toute façon, c'est la marionnette de l'oligarchie, et il vient appliquer leurs dispositions, d'après ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les textes. Mais justement, on voit donc le Brexit, le peuple anglo-saxon et les Américains, et puis après, il y a aussi les pays de l'Est, qui finalement, est-ce que pour tout le système, est-ce que ce sont des votes anti-système, clairement. Est-ce que c'était pas une erreur, justement, du système que de faire entrer certains pays de l'Est dans cette grande
dans cette grande famille de l'Union européenne, s'il en est, parce qu'on voit justement, en fonction avec les résultats, je veux dire, des dernières élections, que finalement, ces élections, elles sont aussi anti-système. Oui, donc elles sont anti-Union européenne. Voilà, ouais. on a eu la Bulgarie qui a élu donc son président le 13 novembre dernier et qui a élu un socialiste pro-russe. Donc je le disais tout à l'heure. Orban en Hongrie qui se rapproche de Poutine aussi. Voilà. Bon, après un peu moins à l'est, mais on a vu les résultats donc autrichiens aussi également le 13 novembre dernier. Non, je sais plus, l'Autriche c'était le 4 décembre dernier, qui a mis donc à la tête de l'État, non pas, donc il y avait une lutte écologiste et extrême droite, donc non pas l'extrême droite mais les écologistes, mais il n'empêche qu'ils ont mis dehors les deux grands partis qui tenaient la tête du pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc là aussi, c'est vote anti-système en fait. Oui, on a l'impression que partout, ça... Partout des votes anti-système. Et alors ce qui est intéressant, c'est effectivement l'Europe de l'Est, parce que nous sommes sous le joug de cette propagande européiste depuis 70 ans, mais les pays d'Europe de l'Est, eux, ont quitté l'Union soviétique, enfin le pacte de Varsovie, donc le joug communiste, il y a une vingtaine d'années. Et ils pensaient arriver dans un monde de liberté et ils se retrouvent dans une deuxième URSS. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'oublier. Donc le parallélisme est tellement saisissant qu'eux, ils n'ont pas eu le temps d'oublier. C'est la théorie de la grenouille. Hein. Nous sommes la grenouille qu'on a mis dans l'eau froide, qu'on a fait chauffer tout doucement, mais eux, on les a replongés dans l'eau bouillante. Ils disent, ah non, on connaît ça. On a. Voilà, donc ça... J'avais vu une vidéo d'ailleurs qui avait circulé. J'ai vécu, je ne sais plus qui avait fait, c'est un ancien russe justement qui avait fait une vidéo là-dessus. Ouais, c'est ça. J'ai vécu ce que vous vivez, enfin machin, et ça n'a pas marché, voilà. Ouais. Effectivement, on dirait que ça ne va pas très bien marcher. Et donc, donc le résultat quand même aux États-Unis, c'est quand même alors, tout le monde apparaît surpris, donc on n'est peut-être pas. On a surpris, oui, parce que les sondages, parce que la presse, notamment chez nous, mais bon, peut-être qu'aux États-Unis, la presse, elle n'était pas aussi surprise que ça. Non, la presse aux États-Unis est beaucoup plus libérale que chez nous. L'Angleterre et les États-Unis sont des pays, je l'ai dit, libéraux, inégalitaires, et chez eux, la valeur de liberté est vraiment très, très, très importante. Pour vous donner une idée, en pleine bataille d'Angleterre, le parti nazi britannique défilait dans les rues de Londres, en pleine bataille d'Angleterre. Et il n'était pas question de l'interdire parce qu'au nom de la liberté d'expression. Il a été finalement interdit vers le mois d'octobre ou novembre 1940. C'est vous dire à quel point la valeur de liberté chez les Américains et chez les Anglais est importante et fondamentale. Et donc, il y a beaucoup plus de liberté de la presse en Angleterre, aux États-Unis, même s'il y a un pouvoir... une oligarchie qui contrôle la presse, il y a quand même beaucoup plus de liberté de la presse dans ces pays que chez nous. C'est indiscutable. Je crois que je pense que la France est la caricature totale d'une presse aux ordres soumise et putride, quoi. Il faut dire les choses. On a des médias, mais d'une malhonnêteté à ce point. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Moi, je n'écoute plus. Hein. J'ai pas de télé d'abord. Avant, il y a 20-30 ans, j'écoutais les France Inter le matin. Maintenant, je l'écoute une fois par semaine environ pour un sondage, quoi, pour voir s'ils disent toujours... Mais c'est incroyable, quoi. À la limite, c'est drôle même. Là, donc aux États-Unis, avec l'élection de Trump, se pose évidemment la question aussi de savoir ce qui va se passer au plan de la politique étrangère américaine. C'est quand même un gros sujet. On voit déjà que ça va pratiquement bouger, même bébé qui ne sont pas encore aux manettes, hein, puisqu'il ne sera qu'au mois de janvier, mais on a l'impression que les choses ont déjà évolué sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on regarde son programme, qui est cohérent sur le plan intérieur et extérieur, hein, puisque pour redresser le pays sur le plan intérieur, il faut arrêter de dépenser de l'argent dans des guerres de conquête permanentes. Et donc, son programme... Il l'a dit, il l'a répété lors d'une réunion publique, d'un meeting qu'il a fait il y a une semaine environ dans le Minnesota, je crois.
il a dit les États-Unis cesseront de renverser les gouvernements dans le monde. C'est important cette déclaration, parce que ça veut dire qu'il prend acte qu'effectivement les États-Unis n'ont pas cessé de renverser les gouvernements qui leur déplaisaient. Donc ça, c'était un secret de polichinelle. Mais si vous disiez ça, vous étiez traité de complotiste. Là, non. Là, c'est le président des États-Unis qui le dit. Bon, ça existe, ça a existé, et maintenant on va arrêter. Donc c'est une révolution. C'est une révolution copernicienne pour la politique extérieure des États-Unis. Donc je pense que normalement, ça devrait entraîner un mouvement global qui aille vers la paix dans le monde, puisque c'est quand même le pays qui est le plus grand fauteur de guerre aujourd'hui. Et en fait, on assiste à la fin des empires. On a vécu dans un monde impérial depuis le XVIe siècle, en gros, après la découverte des Amériques. Le capitalisme s'est mis en place pour financer tout ça. Et on vit peut-être la fin de cette période de 4 siècles. Les siècles passés ont été des siècles d'empire, où des nations européennes ont créé des empires. Le dernier empire, les 2 derniers empires ont été les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est effondrée il y a 25 ans. Les États-Unis sont en train de... L'Empire américain était le dernier qui subsistait, et aujourd'hui c'est la fin. Donc on arrive dans un monde post-impérial, que d'aucuns nomment multipolaire, que je préfère qualifier de post-impérial. Et quand on lit des géopoliticiens comme Walter Raleigh ou John Mackinder, leur vision géopolitique de l'éléphant et de la baleine, qui domine le Heartland, domine l'île monde, qui domine l'île monde, domine le monde. Donc toute leur vision géopolitique à ces géopoliticiens, donc ça a duré 4 siècles, elle était orientée vers la domination du monde. On se représentait le monde de façon à vouloir le dominer, dans un but de domination. Et je pense que ces théories-là, aujourd'hui, elles touchent à leur fin. Il va falloir se représenter maintenant le monde, non plus pour le dominer, mais pour l'équilibrer, pour gérer des équilibres au mieux entre les différentes parties du monde. Ça veut dire que donc c'est la fin de la superpuissance américaine, enfin en tout cas c'est la fin annoncée, oui. Et donc il faudra trouver un équilibre entre, parce qu'il y aura quand même des superpuissances, mais il y en aura plusieurs, trouver un équilibre entre elles. Et donc la place de l'Union européenne et de la France là-dedans, enfin Trump était plutôt favorable au Brexit. Il verrait peut-être pas forcément d'un mauvais œil non plus. Enfin, je veux dire, en tout cas, il ne sera pas là pour encourager, comme l'ont fait jusque-là les États-Unis, la constitution de cette fédération sortie de nulle part, finalement. Non, de toute façon, on y allait vers ce monde, le monde post-impérial. L'élection de Trump va faciliter les choses, simplement. Si Hillary avait été élue, on serait peut-être passé par la case 3e guerre mondiale, ce qui n'aurait pas été terrible pour l'humanité. Mais du coup, ça va faciliter les choses, et de toute façon, on y serait arrivé. Ça va prendre moins de temps, puisque Trump est élu, et ça se passera plus en douceur. Et effectivement, l'équilibre, c'est ça qui fait la paix. Les capitalistes vous disent que le commerce, c'est la paix, c'est pas vrai, c'est l'équilibre qui fait la paix. C'est pas le commerce. Donc là, je pense que il y a de quoi être optimiste sur le moyen et long terme aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on peut être plus optimiste, ça pouvait guère être pire. Ouais. Donc on va venir plus directement à votre ouvrage, Relève-toi. Alors c'est un livre, je le disais, je trouve plein d'espoir, puis c'est une belle prise de conscience, j'espère qu'il sera lu par de nombreux de nos concitoyens. Et puis, comme certains disent, il ne faudrait pas qu'il soit interdit à la télé, quoi. Là, c'est qu'on puisse le trouver, donc dans toutes les bonnes librairies. Alors donc, il est bâti de la manière suivante, je le disais, en 3 parties, en fait, 3 grandes parties. Un cri d'amour, un cri de colère, un cri d'espoir. Donc, un cri d'amour, alors Régis nous décrit la France, d'abord en tant
pilote de chasse, il a survolé la France dans tous les sens. Alors là, je l'envie beaucoup parce que moi, c'était mon rêve de voler. Alors, de temps en temps, quand je prends un avion de ligne, je suis là, j'essaye de regarder s'il n'y a pas de nuages, mais on voit pas grand-chose. Hein. Donc être dans un cockpit, ça doit être formidable. Et j'aime beaucoup vous citer donc une chanson de Serge Reggiani. Je le dis juste pour le plaisir. Hein, j'aime beaucoup la France, donc il finit un nez qui respire la mer, un nez en forme de Finistère. C'est la France, j'y habite, vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, c'est magnifique. C'est le début, donc la France, ben, vous la décrivez de différentes manières, au plan géographique, anthropologique, historique bien sûr, mais peut-être d'abord au plan géographique. Ce que j'ai voulu montrer, c'est l'immense diversité de la France. C'est quelque chose qu'on apprenait à l'école, hein, quand j'étais petit, en CM2, on apprenait ça, que la France était sous l'influence d'un climat continental, d'un climat océanique et d'un climat méditerranéen, que c'est le seul endroit du monde où ces trois climats-là sont réunis, se côtoient dans un espace aussi restreint, et tout ça, ça crée des conditions climatiques très différentes d'un bout à l'autre de la France, encore une fois dans un espace très restreint, 500 000 km², 1000 km du nord au sud, enfin de Lille à Perpignan, 1000 km de Brest à Strasbourg. Et donc une immense diversité des écosystèmes. C'est aussi un pays qui a une immense diversité géologique qu'on retrouve dans les matériaux pour construire nos maisons. Donc diversité du climat. En France, partout où vous allez, les gens vous disent qu'il y a un microclimat. Il y a 30 000 communes en France, enfin 36 000, moi je reste sur 36 000, même s'il y en a moins. 36 000 communes en France, il y a 36 000 microclimats. Et c'est le seul pays au monde, mais en fait ça tient à une réalité. Donc grande diversité des climats, grande diversité des écosystèmes, grande diversité géologique, une position médiane au 45e parallèle qui passe à Bordeaux, donc à équidistance du pôle et de l'équateur, avec le Gulf Stream qui réchauffe nos côtes, un climat tempéré où il fait bon vivre. Enfin bref, il y a tout pour nous envier. Il y a tout. C'est un pays merveilleux. Et alors, pour revenir à ce que vous disiez, quand on survole la France aux commandes d'un avion de chasse, en basse altitude, c'est-à-dire à 200 mètres environ et à 800 km/h, en moyenne, toutes les 6 minutes, 5-6 minutes, on change complètement de paysage. Je vous jure, on change complètement de paysage, c'est-à-dire qu'on change de type de relief, de type de végétation et de type d'habitat. Toutes les 5-6 minutes. En moyenne, toutes les 20 à 30 secondes, on voit un très beau château. C'est hallucinant. La France, quand on la survole, elle dévoile toute sa beauté, toute sa diversité, toute sa richesse. C'est vraiment assez extraordinaire. D'autre part, la France a une figure quasiment parfaite, comme le décrit Serge Reggiani, la tête d'un bonhomme avec un très grand nez qui respire la mer en forme de Finistère. C'est une figure géométrique quasiment parfaite, un hexagone, avec équilibré, 3 côtés maritimes, 3 côtés terrestres, donc équilibre entre la mer et la terre, des frontières naturelles sur 5 de ces 6 côtés. Seul le côté nord-est qui va de Dunkerque à Strasbourg n'est pas une frontière naturelle, et c'est d'ailleurs par là que nos ennuis sont venus la plupart du temps. Donc on a un espace qui est comme un écrin. Quand j'étais allé à faire une conférence à Aix-en-Provence, et un ami belge m'avait raconté cette histoire, il m'avait dit c'est une histoire qu'on raconte à peu près dans tous les pays d'Europe. Le dernier jour de la création, Dieu veut se faire plaisir et il réunit en un lieu ce qu'il a fait de plus beau. Les plus belles montagnes, les plus belles forêts, les plus belles vallées, les plus beaux fleuves, les plus belles rivières, etc. Et puis, observant son joyau, son trésor, il se dit non, là c'est vraiment trop injuste. Alors il créa les Français. Alors j'ai découvert aussi en lisant ce livre que la France était en fait le deuxième territoire maritime au monde, après les États-Unis. Donc j'étais étonnée. Non, parce que la France a énormément d'îles, les dom-toms, sur tous les océans du monde. Et il y a une loi qui définit les zones économiques exclusives
qui vont jusqu'à 200 nautiques, 1000 nautiques. Donc le 1000 nautiques, c'est 1852 mètres en moyenne. 200 000 nautiques autour au large, quoi. C'est une zone économique exclusive. Et depuis 1992, je crois, le traité de Montego Bay permet d'étendre cette zone économique exclusive jusqu'à 350 000 nautiques si on arrive à démontrer que le plateau continental se développe jusque-là. Et la France a déjà réussi à acquérir 500 000 km² supplémentaires dans les dernières années. Là, il y a un organisme qui décide de ça, qui fait des études techniques pour valider ou pas. Et elle a fait une demande il y a quelques années pour acquérir 1 million de km² supplémentaires. Et si cette demande aboutit, à ce moment-là, la France aura le premier territoire maritime du monde. Donc ce qui représente un enjeu stratégique très important, compte tenu des ressources halieutiques qui sont un problème très préoccupant d'un point de vue écologique, avec l'effondrement de certains écosystèmes marins, et aussi un enjeu stratégique avec toutes les ressources potentielles contenues dans le sous-sol. Voilà. Donc, à condition d'y exercer sa souveraineté. Évidemment. C'est tout la France, c'est aussi, donc, vous le disiez, donc des communes. Alors 36 000, on a tous en tête ce chiffre de 36 000 communes. Mais ces communes, petit à petit, elles vont disparaître. Je vais pas être... Ça, c'est le cri de colère. Mais bon, elles vont diminuer en nombre. Elles sont déjà, on est passé sous le seuil des 36 000. Hein, régulièrement, sur le journal officiel, il y a des regroupements de communes. Donc, par dizaines et par dizaines, il y a des communes qui disparaissent. Donc, ça y est, on est à 35 700, je ne sais plus. Et l'objectif, évidemment, c'est... de baisser encore le nombre des communes, donc d'atteindre encore à notre organisation territoriale issue de la Révolution, avec les départements, etc. L'objectif, c'est de détruire les États-nations. Mais là, on est dans la deuxième partie du bouquin. Ouais. Le cri de colère, l'objectif de l'Union européenne, enfin, à travers l'Union européenne, l'objectif est de détruire les États-nations, en particulier la France. Et effectivement... on observe une stratégie qui est menée, qui est similaire à celle que l'Empire romain avait menée avec la Gaule, pour imposer un système politique, donc des lois, une religion, etc., par le haut. Il est bon, en même temps, de dissocier le bas, de façon à éviter qu'il y ait une réaction du bas. Et les Romains avaient fait ça. Après la conquête des Gaules, ils avaient instauré des lois différentes en fonction des régions. Ils avaient repris complètement la transmission du sol. Ils avaient dessiné des cadastres et ils avaient complètement modifié les règles de transmission du sol. Chaque territoire avait des lois différentes. Il y en avait qui étaient amis de Rome, alliés, d'autres soumis. Enfin, ils avaient tout morcelé pour casser la possible unité par le bas, de façon à instaurer leur loi par le haut. Et on assiste à la même chose aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la double tenaille, la double mâchoire, pour détruire l'État-nation, pour imposer une dictature par le haut. En même temps, on détruit par le bas les territoires. C'est ce qui est en train de se passer avec les régions. Les régions, ce sont des nouvelles féodalités. Ça nous ramène avant Henri IV. Hein. Comme progrès, c'est quand même pas terrible. Et les communes, c'est pareil. Le maire, c'est le magistrat qui était jusqu'à présent le mieux aimé des concitoyens parce qu'il est au plus proche des citoyens. Avec les regroupements communaux, on est en train de détruire ça parce que les maires, on retire leur pouvoir aux maires. C'est-à-dire que les citoyens élisent des maires qui n'ont plus de pouvoir. C'est un pouvoir censitaire en fait. Le dernier texte, c'est un suffrage indirect. La loi Notré a retiré donc la compétence générale des communes. J'ai entendu il y a quelques jours Henri de Castries qui est pressenti pour être peut-être, si c'était Fillon, le Premier ministre ou le ministre de l'économie. Donc Henri de Castries, je pense que vous savez qui c'est, ancien président d'AXA, président du comité directeur de Bilderberg, etc. Il a des fonctions. Et donc il annonçait que le nombre de communes devrait être ramené à 5 000. Donc on passerait de 36 000 à 5 000, c'est énorme.
Et d'ailleurs, on voit que fleurissent partout des maisons de services, etc. Enfin, on est en train de faire du service public ambulant, du service de proximité ambulant. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de nous... Mais bon, ça vient encore de l'Union européenne, parce que si on regarde les recommandations, on reviendra tout à l'heure, il est reproché à la France, en fait, d'avoir trop de... Comment dire non, mais même au niveau des communes, en fait, d'avoir trop de collectivités territoriales, trop de couches, en fait. On a créé le problème au départ, parce quand on a mis les régions, quand on a mis les intercommunalités, etc., aujourd'hui on nous dit il y a trop de strates, en fait, et donc il faut nettoyer. Et on va nettoyer, on va enlever les communes et on va enlever les départements. Il y a une réforme qui est prévue pour janvier 2020, et donc ce sera aussi la fin des départements. Oui, l'objectif, c'est de remplacer la nation, le département et la commune par l'Union européenne, la région et les regroupements communaux. Voilà, c'est une réorganisation totale des territoires. Et bon, comme l'Union européenne va disparaître de toute façon... On ne le verra pas. Ouais. La France... Ah non, mais c'est un cri d'espoir. Hein. On est déjà au cri d'espoir. Hein. Oui, non. Non. Alors la France, vous décrivez aussi la France comme un kaléidoscope anthropologique. Alors j'ai beaucoup aimé cette partie. J'ai appris plein de choses. Alors là, je me suis appuyé sur les travaux d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras à travers 3 livres, L'origine des systèmes familiaux d'Emmanuel Todd, que je vous conseille de lire. C'est un gros pavé, mais il faut lire les 100 premières pages où il explique la méthode. Et ensuite, il passe les pays en revue les uns après les autres. L'invention de la France et le mystère français d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras. Pour faire simple, les systèmes familiaux, il y en a Emmanuel Todd en repère 15, mais il y en a 4 fondamentaux. Les systèmes familiaux, selon que quand des enfants se marient, quand des jeunes adultes forment un couple, selon que le couple fait son nid à côté du nid des parents, enfin, je veux dire, en dehors du nid des parents, ou selon qu'il fait son nid à l'intérieur du cercle familial, on a affaire à une famille, à un type de famille libérale ou autoritaire. Quand on reste sous l'autorité du patriarche, même marié, on est dans le cas d'une famille autoritaire, un type de famille autoritaire. Et inversement, libéral si on construit son nid à côté. Selon que, à la mort des parents, l'héritage se transmette à parts égales entre les enfants, ou bien en totalité à l'un d'entre eux, on a affaire à une famille de type égalitaire ou inégalitaire. Dans la majorité des pays du monde, il y a un modèle qui est très dominant. La famille russe, c'est la famille communautaire qui est égalitaire, autoritaire. C'est un modèle familial qui domine, qui est très très majoritaire en Russie. L'Allemagne, c'est la famille souche. Donc en Russie, c'est la famille communautaire. En Allemagne, c'est la famille souche, qui est inégalitaire, autoritaire. La famille nucléaire absolue anglaise, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est inégalitaire, libérale. Et la famille du grand bassin parisien élargi, on va dire, est égalitaire, libérale. Liberté, égalité. Et en France, il se trouve qu'il y a plein de modèles familiaux. Je veux dire, il n'y a pas une unité anthropologique en français. Il y a le sud-ouest, c'est la famille souche, l'Alsace, famille souche, la famille communautaire dans le Limousin, famille égalitaire, autoritaire en PACA et en Corse, famille, donc on a dit égalitaire, libérale, dans le grand bassin parisien élargi, jusqu'au nord où la valeur d'autorité reprend du poil de la bête, la valeur d'égalité est douteuse de la Normandie au Bordelais, à l'Aquitaine, parce qu'elle a été longtemps sous domination anglaise, etc. Il n'y a pas un peuple français, il y en a 100 d'un point de vue anthropologique. Mais cela dit, quand même, quand on regarde les types de familles, de structures familiales en France, on peut noter quand même que la valeur d'égalité est dominante, très dominante sur le territoire, et en revanche qu'entre la valeur de liberté et d'autorité, il y a à peu près, c'est à peu près équilibré. Donc la valeur qui nous rattache quand même, c'est la valeur d'égalité en France, hein, plus que la valeur de liberté.
Et finalement, eh bien, on se retrouve dans une situation où cette géographie merveilleuse, cet écrin dont on parlait au début, nous invite à nous inventer un destin commun, à nous construire un destin commun, c'est-à-dire à tendre vers l'unité politique, et où en même temps, d'un point de vue anthropologique, nous sommes en permanence attirés par la division. Et ça, c'est toute l'histoire de France. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est ma vision de l'histoire de France. C'est un tiraillement permanent entre une nécessité de cohésion qui nous est quasiment imposée par notre géographie et des tentatives permanentes de division, avec les trahisons qui vont avec, etc. Donc des hauts et des bas. Et la France a toujours été forte quand l'État a été fort, parce que l'État, c'est l'unité. Quand en France on attaque l'État, on attaque la France. La France a inventé des ruses, le peuple français a inventé des ruses permanentes pour contourner cette diversité anthropologique et pour tendre vers l'unité. Aujourd'hui, nous vivons une période noire de notre histoire, une période de division et de trahison, comme ça a été le cas sous l'occupation entre 1940 et 1944, comme ça a été le cas dans d'autres moments de l'histoire, sous la Fronde et puis avant, etc. Nous vivons une période noire de laquelle nous allons sortir, bien évidemment, par le haut. Et le moment de la Révolution française, c'est ce moment où le peuple français s'est dépassé par le haut, a dépassé ses différences réelles, concrètes, anthropologiques, les a dépassées par le haut en affirmant l'unité de l'homme sur le plan théorique, à travers les valeurs d'universalisme et d'humanisme. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous dites que, en fait, d'un point de vue anthropologique, la France ne devrait pas exister. Exactement, c'est ce que dit Emmanuel. Je cite Emmanuel Todd et Hervé Lebras qui disent sur le plan anthropologique, la France ne devrait pas exister. Ouais. C'est une notion symbolique, et donc c'est là qu'on a créé la nation, dans le symbole. La France, est une construction symbolique. Cela dit, au départ, il y a quand même un peuple qui est le peuple celte, gaulois, qui a évolué. Il y avait quand même une langue commune, il y a toujours une langue commune, malgré des patois. Il y a une langue commune, on a une souche commune. Et puis les piliers aussi, vous expliquez les piliers de notre société, qui sont donc au plan économique, les PME, libres et innovantes, et puis les services publics quand il s'agit d'enjeux stratégiques. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité. Alors depuis les Gaulois étaient un peuple très très innovant, c'est pas du tout des barbares comme on pourrait le penser, au contraire, ils étaient très innovants en matière d'artisanat, en matière de vêtements, en matière d'agriculture, d'industrie, enfin même ils ont beaucoup influencé l'Europe. C'est le vêtement gaulois qui a été porté par toute l'Europe. Hein. Donc c'est un peuple très innovant et effectivement quand Régine Pernoud, qui est une historienne spécialiste de cette époque et jusqu'au Moyen-Âge, dit que, pour résumer, les Gaulois, c'était un peuple rural, une société rurale d'hommes libres. Et la valeur de liberté était très très importante à l'époque. Bon, ça a divergé anthropologiquement, mais à l'époque c'était comme ça. Et effectivement, les PME aujourd'hui sont les héritiers de cet artisanat et de cette innovation gauloise qui existait il y a 2000-2500 ans. Et c'est un des piliers, c'est historiquement le premier pilier économique de notre génie économique en quelque sorte. Le deuxième pilier vient à partir d'Henri IV et a atteint son apogée sous Louis XIV avec Colbert. C'est l'État stratège qui imprime les grandes orientations pour l'industrie. Donc, Henri IV, donc c'est en fait les prémices de cette évolution viennent de l'arrivée de l'artillerie sur le champ de bataille qui amène à concevoir des industries lourdes pour construire les canons et qui de fait prive les baronnies
provinciale de la capacité de se battre, puisque à partir du moment où l'artillerie arrive sur le champ de bataille, il n'y a guère plus que le roi de France qui peut se payer ça. Et donc ça va accélérer la centralisation du pouvoir. Et après les guerres de religion, sous Louis XIV, en fait les guerres de religion ont tellement déchiré la France qu'elles ont été le ferment de la monarchie absolue. Et on voit se développer la théorie de l'État stratège centralisé sous Henri IV, avec son conseiller économique Barthélemy de la Feumasse, qui lui-même est le père spirituel de Colbert. Et c'est Colbert qui va mettre tout ça en œuvre le siècle suivant. Et ça constitue le deuxième pilier de notre génie économique en quelque sorte. À propos des services publics, les premiers services publics ont été créés en 1251 par Saint-Louis, Louis IX, avec les établissements pour le commun profit, et se sont développés. Et là, je profite de ça pour dire que les services publics, c'est une ruse française, c'est une invention pour renforcer notre cohésion, notre nécessité de cohésion. C'est un puissant outil de cohésion, le service public. L'idée que quiconque sur le territoire de la République puisse avoir accès à un service au même prix, c'est un puissant outil de cohésion. C'est pas du tout un gadget comme ces imbéciles, enfin pas ces imbéciles, ils le font, ces salopards nous disent que tout le monde se moque de nos services publics à la française. Ce sont des salopards qui disent ça. Ce sont ceux qui veulent détruire la France. C'est au contraire un puissant outil de cohésion. Il faut se battre pour nos services publics. Quand on attaque les services publics en France, on attaque la France. La laïcité aussi est un puissant outil de cohésion. Donc le peuple français a toujours inventé, toujours su trouver des ruses pour contourner son anthropologie. Oui, et c'est précisément, on le voit, bon, après c'est effectivement dans le cri de colère, mais quand on essaie de détruire justement ces services publics, quand on parle de la santé par exemple, aujourd'hui on va à l'hôpital, enfin, on paye tous en fonction de nos revenus, un pourcentage identique, enfin il y a une certaine... Et là, on voit bien que ce qui nous est annoncé, et ce qui est dans les tuyaux, hein, on voit dans les programmes nationaux de réforme et dans les directives de l'Union européenne, c'est la privatisation, par exemple, de la santé. Oui, c'est la cohésion qui va souffrir. Enfin, il restait 3 fromages. Et on le voit, ouais. Il restait 3 fromages publics, 3 gros fromages, avec beaucoup d'argent. L'éducation, la santé et les retraites. Christine Lagarde, dans les années 90, travaillait pour un cabinet de conseil américain qui planifiait la destruction de ces 3 gros fromages en France pour les privatiser au profit des multinationales et des groupes privés. Donc oui, c'est ça qui est en train d'être mis en place en ce moment. Oui, la retraite, ça a déjà commencé. Les premiers livres blancs, je me souviens, moi je travaillais donc en assurance, date de 85 sur le sujet par Denis Kessler. Bon, on en parlait de Denis Kessler. Et c'est sur les rails, donc ils ont créé les PEP, les PERP, etc. Donc la retraite par capitalisation, c'est les fonds de pension américains qui arrivent, etc. On voit bien que la retraite, c'est sur les rails, c'est déjà bien avancé. La santé, la loi Marisol Touraine, qui a commencé avec le TPG, avec les maisons les agences régionales de santé, etc. Enfin bon, on voit bien que c'est sur les rails et ça va être fini par le prochain gouvernement, quel qu'il soit, hein, parce que c'est aussi une commande de l'Union européenne. Et puis l'éducation, je crois que ça viendra avec TISA, mais je ne sais pas si avec Trump, ça a commencé TISA, avec les universités. Oui, l'autonomie des universités. Et puis ça descend petit à petit, les lycées, les collèges, l'école primaire, et ça va se terminer par les crèches. Et bientôt, on aura, nous, parents, des bons pour emmener notre gamin à l'école. Puis si on veut qu'il soit dans une meilleure école, il faudra rallonger le bon et puis faire un chèque supplémentaire. Et puis ça va se passer comme ça. C'est ça qu'ils veulent. Hein. Bon. Ouais, ils veulent vraiment détruire et puis dans cette oligarchie qui nous tient aussi, et ça aussi vous en faites état, mais j'aime bien au plan historique comment vous le relatez, par la dette. La dette, puisque c'est l'impôt qui est prélevé par la finance en fait sur les citoyens. Oui, la dette est l'outil de prélèvement de l'impôt par les multinationales.
prélèvement de l'impôt sur les peuples, puisque la dette n'est pas intéressante en tant que telle, elle est intéressante en ce qu'elle génère des intérêts. Et chaque année, la France paye 50 milliards, 52 milliards d'euros d'intérêts de la dette, ce qui est le premier poste du budget, et ce qui correspond à la recette de l'impôt sur le revenu, en fait. Donc on peut dire que les banques et les organismes financiers multinationaux prélèvent l'impôt sur le peuple français, comme sur les autres peuples, hein. Le grec, on n'en parle même pas, quoi. Et là, vous indiquez donc historiquement qu'il y a déjà la France avait déjà été confrontée à cette difficulté. Oui, il y a eu plusieurs périodes. Ça a été réglé de manière radicale parfois. D'endettement, et qui ont été parfois réglés de manière assez radicale, comme Philippe le Bel, qui a tout simplement annulé la dette, ou quasiment, et qui a viré les usuriers, donc les Lombards, les Juifs et les Templiers. Et le grand maître de l'ordre des Templiers est passé par le bûcher. Donc il a été assez... Oh, ce serait marrant de faire ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus soft, mais enfin, il y a un pays qui a fait un peu ça quand même. Oui, il y a l'Islande. Ouais. Bon, ils ne les ont pas brûlés, ils les ont mis en prison. On est devenu civilisés entre-temps. Mais bon, il y a des solutions. Donc, alors, 2016, donc il se passe quand même beaucoup de choses, on l'a vu en préambule, avec toutes ces élections, etc. Est-ce que ça serait pas un peu une année charnière, 2016 ou peut-être 2017 oui. Par rapport à 1942 ? Ouais. Oui, je fais le parallèle dans mon livre entre l'année que nous vivons, 2016, et 1942. En partant du parallélisme des situations, nous sommes aujourd'hui un pays occupé financièrement. Donc évidemment, il n'y a pas d'Allemands qui défilent au pas de loi dans nos rues, mais c'est une autre forme d'occupation. Et 1942, c'est l'année où les gens qui avaient accès à des informations autres que celles de Radio Paris, en particulier les fonctionnaires de Vichy, ont compris que l'Allemagne allait perdre la guerre. C'est l'année de la bataille de Stalingrad, c'est l'année de l'opération Torche, le débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord. Et donc là, il y a des gens qui ont compris que l'Allemagne allait perdre la guerre, et ils se sont dit, nous sommes du mauvais côté de l'histoire, changeons de bord. C'est l'année où François Mitterrand est passé de la collaboration à la résistance. C'est l'année où Robert Schuman, le père fondateur de l'Europe, a cessé d'être ministre du maréchal Pétain. Lui, il n'est quand même pas rentré dans la résistance, il ne faut pas exagérer, il s'est planqué. Il a attendu la fin de la guerre. Voilà, c'est l'année des grands retournements de veste. Et je pense qu'effectivement 2016 est l'année où des gens s'aperçoivent qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Alors ça se sent un peu dans les médias, il y en a qui se crispent. Mais ceux-là, ils finiront à Sigmaringen. Hein. Vous savez pas ce que c'est, Sigmaringen? C'est un château en Allemagne où le dernier carré des fidèles de Pétain ont été exfiltrés par les Allemands et ont fini la guerre, quoi, jusqu'à ce que les Alliés y arrivent. Voilà. Donc pour les politiciens et les journalistes qui se crispent, ils finiront à Sigmaringen. Pour les autres, on sent qu'ils commencent à retourner leur veste. Et en particulier, on entend c'est des hommes politiques qui, jusque-là, qui il y a peu de temps, traitaient ceux qui voulaient sortir de l'euro de maréchalistes, aujourd'hui dire qu'il faut sortir de l'euro, quoi. Donc, on voit que les lignes bougent. C'est assez drôle, d'ailleurs, parce que quand on connaît l'histoire, du coup, on peut s'attendre à ce qui va se passer. Et c'est assez drôle. Alors, c'est donc cette première partie, c'est donc un cri d'amour, et pour que les Français aient envie de sauver cette France, il faudrait qu'ils l'aiment, en fait. En fait, c'est ça. L'objet du cri d'amour, c'est de dire, commençons par nous aimer nous-mêmes, donc commençons par nous connaître nous-mêmes, et nous aimer pour pouvoir aider les autres, et pour pouvoir être la France. La France, c'est le pays qui dit au monde la liberté, la souveraineté des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ça le message de la France au monde. Et si nous voulons pouvoir le dire, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et c'était l'objet de cette première partie. Oui, et s'aimer soi-même, ça passe par aussi connaître l'histoire.
bien sûr. Connaître tout ça. Et on a un vrai problème avec l'école, justement, où on n'apprend plus l'histoire. Moi, j'ai un gamin, il a 14 ans, c'est une catastrophe. Juste pour la petite anecdote, cette semaine, j'avais une réunion parents-prof avec mon fils, enfin, pour mon fils. Il n'était pas là. Je vois sa prof d'histoire. Sa prof d'histoire me dit, je voulais vous dire, il faudrait faire attention parce que votre fils va sur Internet voir des sites complotistes. Alors, j'ai dit, ah bon oui, il m'a demandé d'aller regarder une vidéo qu'il avait regardée. Bon. Et j'ai dit, mais c'est quelle vidéo? J'ai dit, ce serait pas le jour où la France est mourue? Donc, c'est vrai que... Alors, si, c'est ça. J'ai dit, écoutez, oui, c'est la vidéo qui avait été faite par l'association Le Temps d'y croire. Je fais partie des cofondateurs de l'association Le Temps d'y croire. Donc, je suis juriste de mon état, j'ai bien analysé les textes et bon, c'est ce qui est dans cette vidéo. Oui, mais enfin, c'est pas vraiment la vidéo. Elle me dit, elle était gênée. Elle me dit, c'est pas vraiment la vidéo, c'est les liens qui est en dessous. J'ai dit, les liens, ils renvoient vers des documents officiels, journaux officiels, ou vers des vidéos qui ont un caractère tout aussi officiel. Viviane Reding à l'Assemblée nationale ou à TF1. Donc, mais j'ai dit, mais bon, n'inquiétez pas, je serai vigilante, je vais faire attention. Donc c'est vrai que dès qu'on sort un peu du moule, et donc, mais c'est une grande tristesse de voir regarder les livres d'histoire qu'on met dans les mains de nos enfants. Il va falloir que ça bouge vite. En même temps, on observe que, en parallèle de la destruction de l'enseignement de l'histoire de France à l'école, le nombre de livres d'histoire en librairie explose. Donc il y a comme un réflexe immunitaire là aussi. Et y compris des livres avec un côté nostalgique. J'en ai acheté un qui est un très très beau livre objet, c'est l'histoire telle qu'on ne l'enseigne plus à l'école, ou comme on l'enseignait à l'école, un truc comme ça. Et avec des illustrations, bon, c'est vraiment un bel objet, quoi. Et on voit cette espèce de réflexe immunitaire, ces défenses immunitaires qui se mettent en place. On casse l'enseignement de l'histoire à l'école, et ben à côté, on maintient la flamme quand même. Et puis il y a aussi des parents qui comblent quand les enfants ont ceux qui livrent ces livres, qui achètent ces livres, justement. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'on a un gros travail d'information, et nous, parents, parce que l'école, je crains que ça ne soit pas vraiment l'endroit pour ouvrir l'esprit des gens, des jeunes, et c'est assez dramatique. Donc ce beau cri d'amour, mais bon, voilà, notre France qu'on aime tant, elle a mal en ce moment. Et ça nous met en colère, et c'est la deuxième partie donc, de votre ouvrage. Et donc vous avez tout au long de l'ouvrage des citations, mais il y en a une là que j'aime particulièrement, parce que je trouve qu'elle reflète bien effectivement le malaise. Ça, vous la connaissez sans doute, c'était une intervention de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale. Au moment du traité de Maastricht. Au moment du traité de Maastricht. Et donc, si vous voulez bien, je vais vous la lire. Voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé, et que d'actes uniques en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend, au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Voilà. Je crois que ça résume très bien ce qui nous arrive depuis des décennies. Ça résume la construction européenne, oui. La Constitution européenne, donc le fonctionnement de ces institutions, cette intégration européenne au sein donc de cette par ce traité, donc avec les institutions qui sont donc le Parlement. On nous fait croire qu'il y a une démocratie européenne avec le Parlement européen, mais en réalité, c'est pas vraiment le Parlement qui a le pouvoir. On peut entrer dans les textes effectivement pour démontrer que l'Union européenne est une dictature. C'est pas compliqué. L'article 17 du traité sur l'Union européenne institue
la Commission européenne comme dictateur de l'Union européenne. Elle a le pouvoir exécutif, c'est l'organe exécutif de l'Union européenne, elle a le monopole de l'initiative législative, elle a une partie du pouvoir judiciaire, et elle est composée d'individus qui n'ont aucun compte à rendre aux États, donc au peuple. Donc c'est vraiment la définition quasi parfaite, chimiquement pure, d'un dictateur. Mais on peut aussi couper court et prendre une citation de Jean-Claude Juncker, le dictateur. Il est dictateur le matin et l'après-midi il est alcoolique. Donc une situation après l'élection de Syriza en Grèce, et il a déclaré il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Tout est dit. Voilà. Ça résume tout. Ça résume tout, et c'est effectivement, enfin, c'est à la lecture des textes, des traités, c'est évidemment, effectivement, comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça a été voulu. Donc, sur ce sujet, notre vidéo, Le jour où la France est mourue, explique très bien le fonctionnement des institutions, en se rapportant aux articles des traités, voilà, et en expliquant les pouvoirs de chacun. Effectivement, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de cette Commission européenne, composée, je le rappelle, de 28 commissaires européens, qui sont des personnes non élues et qui donc n'ont aucune responsabilité vis-à-vis des peuples. Voilà. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que cet article 17 du traité de l'Union européenne ne vient pas de nulle part. Il est en très grande partie un copier-coller, avec des augmentations bien évidemment, de l'article 9 du traité de la CECA, qui était la communauté économique du charbon et de l'acier, qui était la première brique de la construction européenne. Donc à l'époque, c'était la haute autorité qui avait à la fois le pouvoir exécutif, mais sauf que c'était dans des domaines très restreints, et puis bon, mais ça se mettait en place, hein, c'était le début. Et cette idée d'une entité qui dit la loi, qui fait appliquer la loi, et qui n'a aucun compte à rendre au peuple, elle se retrouve dans les protecteurs de la loi, une institution nazie, les protecteurs de la loi, dont Walter Hallstein était un membre, Walter Hallstein, juriste nazi, qui a été le premier président de la Commission européenne, et donc qui a fait partie des protecteurs de la loi. Et Walter Hallstein, dans un discours du 23 janvier 1939 à Rostock, dont il était le président de la faculté d'économie et de droit, dans une novlangue parfaite, annonce la conquête de l'Europe par l'Allemagne nazie et ses camarades fascistes italiens, et la façon dont le droit allemand allait remplacer les droits archaïques des pays conquis, l'archaïsme étant la démocratie. Donc il y a véritablement une filiation très nette entre ce concept nazi des protecteurs de la loi, la haute autorité de la CECA et la Commission européenne à travers les articles. Voilà. Cette Commission européenne, en fait, donc, qui va décider de la totalité on y reviendra tout à l'heure, hein, au travers notamment des GOPÉ, de nos politiques intérieures nationales. En fait, il y a Viviane Reddy, également ex-vice-commissaire européenne, qui avait, vous avez peut-être entendu ça aussi, qui avait indiqué à l'Assemblée nationale française un jour, il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. D'ailleurs, c'est clair. Juncker qui vous dit il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. Viviane Reddy qui vous dit il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Donc, moi je me demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que sont ces campagnes présidentielles, campagnes électorales pour élire finalement qui? Des marionnettes en France. Qu'est-ce qu'elles vont... Le grand chambellan. Ouais. Nous allons élire un grand chambellan ou un sous-préfet de la région France dans l'Union européenne. C'est ça. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer des choses. Et j'espère. Oui, bien sûr qu'il est honnête. De la même façon que la commissaire européenne, je ne me souviens plus son nom, je la cite, qui était chargée
je dis était parce que Trump a dit que le TAFTA c'était fini, qui était chargé de négocier le TAFTA au nom de l'Union européenne, avait déclaré, parce que le Parlement européen avait commencé à taper un peu et puis certains peuples, certains parlements nationaux avaient commencé à arriver dans les brancards, avait déclaré je ne tiens pas mon mandat des peuples européens. Bah ouais, elle a raison. Elle a entièrement raison. Alors de qui, voilà, c'est la question. Ouais. Donc, et de qui tient-elle son mandat? Voilà, donc quand on voit les allers-retours qui sont faits entre ces commissaires, entre le monde du privé, la finance et puis c'est pas compliqué. Leur fonction, voilà, c'est pas compliqué. Il y a un organisme de surveillance des institutions européennes qui a noté que dans le cadre des négociations sur le TAFTA, j'ai plus exactement les chiffres en termes, mais à la louche, les proportions, c'est à peu près ça, entre, je vais dire, 5 et 10% grand maximum. C'est entre 5 à 7% des réunions organisées par la Commission européenne l'ont été avec des acteurs de la société, et 93% des réunions étaient avec des lobbies. C'est pas compliqué. Oui, c'est ça. Donc en fait, quand on dit l'intégration européenne a été voulue au départ en fait par les USA, en fait c'est par la finance américaine en réalité. Oui, bien sûr, c'est un raccourci quoi. Les USA. Oui, mais en fait, oui, c'est le libre-échangisme américain, mais c'est quand même les USA parce que ce sont eux qui ont la position du dominant dans le monde capitaliste financier. Donc c'est quand même eux. Donc objectif 500 millions de consommateurs européens et utilisé avec TAFTA, mais bon effectivement c'est peut-être en train de tomber à l'eau, et puis TISA. Mais on doit bien observer, et ça vous l'indiquez aussi dans votre ouvrage, que plus le libéralisme économique progresse, plus les libertés des peuples régressent. Et c'est effectivement ce que vient de nous dire Juncker avec il n'y a plus de choix démocratique, donc nos libertés effectivement qui régressent. Alors le général de Gaulle avait lui bien compris l'emprise des Américains sur l'Union européenne et dont ils se méfiaient. Et donc on voulait revoir, parce que c'est délectable quand même, son discours du 15 mai 1962.